Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction. Et j'ai le privilège de recevoir Monsieur Ibrahim Traoré, qui est professeur, écrivain, diplômé de la FASTEF, option KS en lettres modernes, qui est titulaire du double master du CESAC et du Centre des hautes études en défense et sécurité, option communication et résolution des conflits. Monsieur Ibrahim Traoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nian. Et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur du livre Le patriotisme en bandoulière ou l'épopée des lions du Sénégal et préfacé par Abdoulaye Diaw. C'est ça. Voilà, professeur, ce n'est pas la première fois que nous vous invitons sur ce plateau pour parler de l'actualité. D'abord, les pluies. La pluie, on est en plein hivernage, on sait que à Dakar, on patauge un peu partout. Et des pluies diluviennes, quand même, qui sont très rares, quand même, depuis il y a un siècle, peut-être, on n'a pas eu ces fortes pluies. On parle de dérèglement climatique. Alors, comment vous voyez la situation? Oui, je crois que merci beaucoup, Monsieur Nian, pour cette invitation. Donc, c'est un honneur et un bonheur pour moi d'être reçu sur Touba TV. Avant de me prononcer sur l'actualité des pluies, peut-être rendre hommage à celui qui porte le nom de cette grande chaîne de télévision Touba TV, qui dit Touba dit le fondateur de la cité religieuse Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc nous sommes à une dizaine de jours du Magal, c'est le lieu de rendre un hommage à ce guide éclairé, Oui, tout à fait. cette grande communauté mouride, donc à tous les mourides, à toute la communauté sénégalaise, donc pour la célébration dans une dizaine de jours du Grand Magal de Touba. Maintenant, venant sur votre question, l'actualité des pluies, donc ça fait un week-end pluvieux, donc on peut l'analyser sous un double point de vue. Dans un contexte mondial, vous l'avez un peu brossé, nous sommes dans un contexte de changement climatique. Je crois que d'ailleurs, dans quelques jours, nous allons vers un autre sommet mondial sur le climat, le COP27. Comme 27, oui. Donc, c'est le monde entier qui vit le phénomène des changements climatiques. Mais il faut dire que l'Afrique, le Sénégal particulièrement, est victime parce que le taux d'émission en gaz pour l'Afrique est au moins de 3%. Nous commettons moins d'émissions, mais nous sommes plus victimes des changements climatiques. Donc, on Des peut effets de ranger, serre. Hein. on peut ranger les pluies et les dégâts collatéraux dans ce contexte mondial des changements climatiques. Maintenant, si on en revient au contexte local, national sénégalais, il faut dire que à tout mal, il faut trouver une solution durable. Voilà. Jusque-là, on a proposé du pompage. Le pompage est une solution conjoncturelle. Je crois que pour ces pluies-là, vraiment, pour faire face, pour faire preuve de résilience Oui. dans la durée, pour des solutions durables, il faut aller vers vraiment la canalisation. Est-ce que c'est ce qui n'avait pas motivé le chef de l'État à ses débuts déclarer qu'il va injecter quelques 766 milliards pour assainir, régler les problèmes d'inondation, et 10 ans après, on constate qu'il y a les mêmes problèmes qui se posent, bien qu'il y a un changement climatique. Voilà. Mais réellement, est-ce que vous pensez que c'est du fait? Oui, moi je crois Bien, que il reste encore je crois à qu'il faire. faut aller vers une solution globale. Donc, il faut faire l'évaluation de ce qui a été fait, parce qu'une dizaine d'années quand même, chaque année on décrète un plan Orsec. Donc, c'est toujours bien que l'État soit au chevet des populations, mais il faut trouver des solutions durables. Je crois que dans le suivi-évaluation, le constat peut être fait que jusque-là, les solutions qu'on a proposées contre les inondations au Sénégal ne sont pas des solutions durables. Oui. Il faut évaluer et aller vers des solutions Des définitives. solutions définitives. Voilà. Voilà, professeur, on vient de sortir des élections législatives. Donc pour la première fois, on parle de ballottage, même si on ne peut pas jusqu'à présent évoquer le terme, en tout cas l'étymologie, la cohabitation, mais il y a un ballottage parce que la majorité, aujourd'hui la majorité parlementaire, c'est à coude, en tout cas l'opposition et le pouvoir. Comment vous avez vécu ces élections législatives et comment vous l'analysez pour la première fois dans l'hémicycle? Voilà. Je crois que vous avez parfaitement raison de parler des élections législatives parce que c'est la dernière
grande élection que nous avons vécue. C'est récent, c'était au mois de juillet. Donc, la lecture qu'on peut faire de ces élections, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le pouvoir comme l'opposition, tout le monde a fini par comprendre que aucun parti politique n'a le monopole du pouvoir. Il faut aller vers de grands ensembles, vers des coalitions. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est que le peuple aujourd'hui ne veut pas d'un pouvoir absolu. Il veut un pouvoir équilibré. Donc, les citoyens veulent de plus en plus l'équilibre de pouvoir. Certains parlent même d'équilibre de la terreur, mais ça, c'est un peu belliqueux. Oui. Moi, je veux même dire, je veux plus m'appesantir sur l'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs. Pour qu'il y ait un contre-pouvoir. Pas contre le pouvoir, mais un contre-pouvoir. Oui. Pour qu'il y ait véritablement une gestion équilibrée du pouvoir. Pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. C'est cette lecture que j'ai, en tout cas, de ces résultats sortis des urnes pendant les dernières législatives. Voilà, et puis qu'on tourne cette page également de majorité mécanique, hein, Voilà. et qu'on va directement vers une assemblée équilibrée. Alors, cette assemblée, 14e législature, sera installée le 12 septembre prochain, et déjà présent, on parle de groupe parlementaire, comment l'opposition va s'organiser, comment également le pouvoir va s'organiser, et même si quelque part également, certaines, en tout cas, avancent comme étant plus de groupes parlementaires pourraient être similaires à une assemblée budgétivore. Comment vous voyez tout ça? Voilà, je crois que la volonté des leaders politiques d'aller vers une multiplicité de groupes parlementaires, je crois qu'il y a lieu de s'interroger sur leur volonté. Est-ce que leur volonté, c'est de représenter le peuple à l'Assemblée nationale, de servir le peuple ou de se servir? Parce que tout le monde sait que la multiplication des groupes parlementaires a pour conséquence vraiment la multiplication des dépenses. Parce que chaque groupe parlementaire suscite des dépenses sur le plan logistique, avec des voitures de fonction, sur le plan salarial, sur le plan des avantages. Donc, il faut que ces chefs, ces leaders de parti vraiment éclairent la lanterne de ceux qui les ont élus. Est-ce qu'ils sont des députés du peuple pour servir le peuple à l'Assemblée nationale ou des députés pour se servir? Je crois que c'est là. S'ils sont là pour servir le peuple, je crois qu'ils doivent aller vers une assemblée moins budgétivore, une assemblée qui serait vraiment efficace dans la gestion des problèmes des Sénégalais et moins coûteuse pour la poche des Sénégalais. Voilà, et cela m'amène à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée réellement? Voilà, cette 14e législature, je crois que la volonté politique, c'est de toujours faire plus et mieux. Il faut évaluer ce que la 13e législature a fait comme travail. Et comment vous avez vu et essayer d'aller au-delà. Et comment vous avez vu en tant qu'observateur intellectuel également cette 13e législature? Voilà, cette 13e législature, je crois que tout n'a pas été négatif. Mais on a vu beaucoup de querelles politiciennes donc, lors de certaines séances. Alors que le rôle de l'Assemblée nationale doit être un rôle de contrôle budgétaire, un rôle simplement de permettre au gouvernement, aux ministres de pouvoir vraiment voter la loi de finances qui leur permet d'avoir les ressources financières et de recruter les ressources humaines véritablement pour faire le développement durable du Sénégal. Donc il y a eu pendant cette 13e législature un débat houleux souvent, où les gens se sont laissés emporter par les émotions que par véritablement l'action législative qui permettrait véritablement de bien contrôler le gouvernement. On dit que l'Assemblée nationale a comme vocation de contrôler, comme vous venez de le dire, évaluer le gouvernement, contrôler les pouvoirs publics. Alors, véritablement, c'est ce que vous attendez. Voilà. Cette 13e législature doit vraiment faire une rupture par rapport à cela. C'est-à-dire que les gens soient emportés plus par le débat parlementaire, par des propositions de loi, par véritablement le contrôle budgétaire que par des émotions ou des querelles partisanes. Je crois que c'est ça qu'on attend de cette 14e législature. Voilà, par rapport également à la gestion des deniers publics, on a entendu le Forum civil le dire, que nous attendons que cette Assemblée
de mettre sur place des commissions d'enquête pour aller au fond, puisque c'est le chef d'État lui-même qui avait dit qu'il y a des dossiers qui sont sous le coude. Alors, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui de lever ce coude-là et puis d'aller au fond des dossiers qui sont entre les mains du président, mais déjà sur la table du procureur, parce qu'il y a l'OFNAC, les organes de contrôle qui ont déjà fait leur travail à ce niveau. Voilà. Là, ça m'amène vraiment à poser la problématique de la collaboration qui doit exister entre les institutions. C'est vrai que l'Assemblée nationale peut faire des enquêtes parlementaires, mais la collaboration entre l'Assemblée nationale et la justice doit être de rigueur pour aller vers la bonne gouvernance. Donc, vous parlez d'enquête parlementaire. L'Assemblée peut faire des commissions d'enquête parlementaire, mais c'est à la justice véritablement de jouer le rôle qui consiste véritablement à faire dans la sanction. Pas sanctionner pour sanctionner, mais sanctionner pour dissuader ceux qui gèrent les deniers publics, ceux qui gèrent des ressources humaines. Parce que de plus en plus dans nos pays, on parle des ressources financières. Mais même dans la gestion des ressources humaines, il faut de l'équité, il faut de la transparence dans la promotion et la gestion des ressources humaines. Donc l'Assemblée a un rôle, c'est vrai, mais quand on parle de gestion, de contrôle véritablement des ressources publiques, la justice aussi doit collaborer avec l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une gestion rigoureuse des ressources humaines et des ressources financières. Oui. Alors, donc, c'est ce que vous l'avez bien dit, cette assemblée de rupture auquel tout le monde s'attend. Alors, est-ce que réellement vous êtes optimiste ou pessimiste quant à cette assemblée? Voilà, cette parce qu'on nous a l'habitude de nous servir des politiciens. Voilà. Cette 14e législature, je crois que je l'ai dit, les résultats qui sont sortis des urnes obligent en tout cas les députés à faire dans la transparence, à faire dans la rupture. Parce que si on lit les élucidations, vous avez parlé des résultats à l'entame de vos propos, oui. Les résultats qui sont sortis des urnes ont donné véritablement des résultats équilibrés entre le pouvoir et l'opposition. Je crois que le signal que le peuple a donné aux leaders qui vont siéger, aux députés, c'est de leur dire que nous voulons véritablement un débat parlementaire contradictoire, un débat parlementaire constructif, parce que nous vous confions nos ressources. Nous vous donnons comme rôle de voter la loi de finances. Et toutes nos ressources financières, vous avez le rôle de contrôle et le rôle législatif de voter. Maintenant, on ne peut pas être là simplement. À partir du moment où on est élu, on n'est plus le député de l'opposition ou le député du pouvoir. On doit véritablement, par les actions qu'on pose, par la conscience professionnelle et citoyenne du député, montrer qu'on est là pour être véritablement le serviteur du peuple et non pas pour se servir ou servir un camp, que ce soit le camp de l'opposition ou du pouvoir. Voilà. C'est ce signal-là que le peuple a donné en faisant de telle sorte qu'il y ait un équilibre du pouvoir ou une sorte d'équilibre de la terreur entre le camp de l'opposition et du pouvoir. Et à ce niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de proposition parlementaire, est-ce qu'aujourd'hui, cette proposition parlementaire n'est pas une demande également auquel on attend à nos députés? C'est-à-dire? Voilà, les propositions parlementaires. Parce qu'on avait d'habitude peut-être des projets de loi qui émanaient du gouvernement, mais de l'Assemblée nationale également, nous attendons de véritables propositions de loi, par exemple, pour lutter contre, pour criminaliser l'homosexualité. C'est une proposition de loi qui n'a pas pu passer, mais certainement également, ce sujet va revenir à l'Assemblée nationale et comme d'autres sujets également pour créer des enquêtes parlementaires. Voilà. En parlant de ce rôle des députés qui consiste à faire des propositions, ça pose la problématique de la qualité des ressources humaines des députés. Parce qu'il ne faut pas que les gens réduisent la fonction de député à une fonction politique simplement. Un député doit être informé, un député doit être formé, un député doit s'ouvrir véritablement sur tous les domaines, la santé, l'éducation, l'environnement, les questions d'urbanisation, de transport. Donc c'est là où l'administration de l'Assemblée nationale doit jouer un rôle pour que les députés soient formés et bien informés. C'est là, à partir de cette ressource humaine de qualité des députés, qu'on peut s'attendre à des propositions de loi, qu'on peut s'attendre véritablement à des députés
qui sont là et qui sont bien imprégnés des questions de l'heure. Voilà. Mais si on réduit la fonction de député à une fonction politique simplement, Oui. je crois qu'on va dépenser beaucoup de ressources pour payer des députés, mais on ne peut pas attendre ce rôle de député en tant que celui qui est là pour porter le peuple, l'espoir du peuple et pour véritablement contrôler les ressources et voter les ressources qui seront utilisées pour le développement du pays. Voilà. Professeur, on parle de lois scélérates, certainement des lois qui ont été votées. Il y a également les OGM également dont on parle. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour les futurs députés de remettre en cause certaines lois qui sont passées à la va-vite, mais qui réellement méritent d'être posées avant d'être votées? Voilà. Je crois que les lois qui sont votées, Loi sur celles le votées par terrorisme, la etc. 13e législature, comme celles votées avant, c'est des œuvres humaines. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je crois qu'il incombe à cette nouvelle législature de voir même des lois déjà votées, de voir de leur pertinence ou la nécessité de les réactualiser. Parce qu'une loi aussi, elle peut être scélérate, comme vous l'avez dit. Elle peut être dépassée. Mais à la 14e législature, vraiment de porter à bras le corps les problèmes et les préoccupations des Sénégalais qui sont actuels et de voir qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut réactualiser. Même des lois qui sont déjà votées. Ouais. Faire des propositions de loi ou apporter des correctifs. Ouais. Véritablement, vous avez parlé de la question des OGM. Je crois qu'il y a beaucoup de dossiers, en tout cas beaucoup de travail qui attendent cette 14e législature. Ouais. Et je crois que c'est pourquoi on les interpelle de ne pas perdre du temps sur des débats politiciens, mais d'aller vers le débat citoyen. Parce qu'il y a deux types de politiciens. C'est à eux de choisir. Oui. Il y a des hommes de détail et des hommes d'État. Des hommes de détail et des Voilà. hommes d'État. Il faut qu'ils montrent au peuple sénégalais s'ils sont véritablement des hommes d'État ou des hommes de détail. Oui, là, c'est bien dit, c'est l'écrivain qui parle. Alors, à ce niveau également, il faut assainir le milieu, hein, assainir le système. Si vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, quand il faut aujourd'hui réformer nos lois, est-ce qu'il n'est pas également temps, et ça c'est le rôle de l'Assemblée de le faire, revoir le fichier électoral, le code électoral s'il faut nettoyer et nettoyer, etc. Voilà, donc ça revient à l'éternel rôle des députés. Je crois qu'ils ont une fonction législative, ils doivent légiférer. Donc c'est à eux véritablement de voir tout ce dispositif de loi soit à Comme le renforcer, parrainage, par exemple. à renforcer ou à simplement réactualiser. Vous avez parlé de la loi sur le parrainage. C'est pourquoi je pense que toutes nos institutions doivent être munies d'un dispositif de suivi-évaluation. Parce que c'est des lois qui sont votées par des hommes. Ce n'est ni le Coran ni la Bible. Donc il est bien que les députés, véritablement, cette 14e législature, vu tout l'espoir qui est nourri par le peuple sénégalais, qu'ils soient là véritablement à être des gens qui vont être dans véritablement la recherche de l'efficacité et non pas simplement à porter le manteau ou leur étiquette politique ou politicienne. Donc véritablement que chacun se départisse de son manteau de politique ou de politicien, mais qu'ils soient des députés véritablement préoccupés par la bonne marche de nos institutions, l'Assemblée nationale, qui est dans une perspective de collaboration, que ce soit l'Assemblée nationale, l'exécutif comme le pouvoir judiciaire. Donc, toutes les institutions doivent être dans cet esprit de collaboration pour chercher véritablement à développer ce pays-là qui utilise beaucoup de ressources, il faut le dire, pour, faire fonctionner ces institutions. J'allais revenir sur ces... Beaucoup de ressources sont utilisées, des moyens logistiques, des voitures, des ressources humaines, parce qu'il y a une administration de l'Assemblée nationale. Oui, il ne faut pas l'occulter. Donc, il y a beaucoup de ressources financières et matérielles qui sont utilisées pour faire fonctionner ces institutions, particulièrement l'Assemblée nationale. Il faut que ces ressources soient utilisées à bon escient. À bon escient. En parlant également de ressources, il y a les contrats pétroliers, gaziers et miniers. À ce niveau également, le Sénégal, les Sénégalais lambda ne sont pas très au courant de ces contrats-là, mais on sait, d'après ces informations que nous livrent les opposants, que notre part de ces ressources pétrolières et gazières sont minimes. On parle de 10%. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que l'Assemblée nationale fouille ces contrats? S'il faut nationaliser, on nationalise pour avoir notre autonomie
notre autosuffisance, voilà. Voilà. Je crois que c'est une excellente question, la question de la gestion des ressources naturelles de manière générale. Même si le président a dit il n'y a pas longtemps, arrêtez-moi ce débat-là, parce que tout ce que nous faisons en termes de signature de contrats concernant nos ressources est transparent. Voilà. Je crois que la confiance n'exclut pas le contrôle. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, telle qu'elle est configurée, la 14e législature, elle a toutes les latitudes. Parce qu'il y a des groupes parlementaires aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Elle a toute la latitude aujourd'hui vraiment d'être informée et d'informer. Parce qu'avant d'informer l'opinion, il faut que l'Assemblée nationale soit une assemblée bien informée. Pourquoi pas, la loi leur permet, en tout cas, de s'informer sur beaucoup de dossiers, sur des contrats qui ont été signés, et de pouvoir informer l'opinion après. C'est le rôle naturel. Et tel que la 14e législature est configurée, je crois qu'il y a suffisamment de groupes parlementaires de l'opposition qui ont toute la latitude de pouvoir s'informer et d'informer l'opinion. Et cette latitude également leur donne également ce pouvoir de revoir notre système de décentralisation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, on voit aujourd'hui au niveau des mairies, il y a pas mal de problèmes parce que le pouvoir s'accapare en tout cas de ces pouvoirs locaux. Est-ce qu'il ne faut pas revoir, donner un statut beaucoup plus attrayant à nos maires, à nos collectivités locales? Voilà, on reste toujours dans les institutions, on quitte l'Assemblée nationale pour aller vers les collectivités. C'est le rôle de l'Assemblée de faire tout ça. Voilà, donc pour aller vers les collectivités locales, je crois que les collectivités locales ont des pouvoirs et des ressources définies par la loi. C'est pourquoi j'ai parlé qu'il faut toujours faire le suivi-évaluation. Donc aujourd'hui, il est temps que nous faisions le bilan de l'acte 3 de la décentralisation. Tout n'a pas été mauvais. Donc voir qu'est-ce qui a marché, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que beaucoup de maires ou de mairies se plaignent d'avoir transféré des pouvoirs sans pouvoir avoir suffisamment de ressources humaines et matérielles pour pouvoir faire fonctionner leur mairie. Donc la fois dernière, lors de notre entretien, je vous ai dit qu'il nous faut des maires managers. La question des ressources humaines aussi se pose dans les collectivités locales. Parce qu'une collectivité locale, c'est une administration. Les gens avaient posé même la problématique de la fonction publique locale. Il faut des ressources humaines, des hommes et des femmes bien formés pour gérer l'état civil, pour gérer les ressources, pour gérer le foncier. Donc, il faut suffisamment de ressources humaines bien formées, véritablement. Mais est-ce que... Et l'acte 3, une fois véritablement le bilan fait, donc je crois qu'on peut apporter beaucoup de correctifs quant à comment renforcer les collectivités locales. Parce que d'habitude, on entend les domaines de compétences. Et comment participer à gérer, à bien former les ressources humaines, comment gérer l'état civil, la problématique de l'état civil. Donc je crois qu'il est temps qu'on fasse le bilan de l'acte 3 et qu'on améliore. Est-ce que l'État également, qui centralise tout, ne doit pas aujourd'hui également donner plein pouvoir à ces collectivités locales et même affecter le trésor, créer des trésors locaux pour leur permettre aussi de ne pas toujours se rapporter au trésor public avec la lenteur administrative. Tout ça, ça entraîne des dysfonctionnements qui fait que toujours il faut que le pouvoir soit là pour dire il faut répondre à mes aspirations, sinon je ne vais rien faire pour ta collectivité. Comme on l'a entendu récemment. Tout ce qui peut réduire les lenteurs administratives tout en ayant le garde-fou du contrôle des ressources publiques, parce que c'est des ressources publiques, les ressources des collectivités locales, une part vient des ressources publiques. Donc tout ce qui permet d'enlever les lenteurs administratives tout en gardant la bonne gestion des ressources publiques est la bienvenue. Finalement, c'est cette nouvelle offre politique dont vous parlez qui est aujourd'hui, en tout cas, qui est au centre des préoccupations. Oui, je crois qu'avant de parler d'une nouvelle offre politique, le point de départ, c'est qu'il y a une nouvelle demande politique. Parce que c'est la demande qui commande l'offre. C'est les citoyens sénégalais qui, de plus en plus, ont une nouvelle aspiration. C'est-à-dire l'aspiration de voir un nouveau type de... On parle d'un nouveau type de Sénégal, mais un nouveau type de dirigeant, un nouveau type de leader qui soit préoccupé par la gestion au quotidien de leurs préoccupations. La gestion
de leur santé, la gestion de leur sécurité, la gestion de leur environnement et la bonne gestion de leurs ressources. Parce qu'on se plaint de plus en plus d'avoir des ressources maigres. Mais c'est nous qui avons plus intérêt à bien gérer nos ressources. Tout à fait. Parce que si on n'a pas suffisamment de ressources, je crois que l'évidence est que celui qui a moins de ressources gère plus et mieux ses maigres ressources. Donc c'est cette nouvelle aspiration des citoyens qui crée une nouvelle demande politique. Et c'est cette nouvelle demande politique qui commande une nouvelle offre politique. Je crois que les hommes politiques et les femmes qui aspirent à diriger, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils adaptent leur offre politique à la nouvelle demande politique, qui est une demande de plus en plus citoyenne, mais pas forcément politicienne. Donc, il y a une nouvelle demande politique qui commande une nouvelle offre politique. Voilà. Donc, et finalement, c'est l'antisystème. Oui, je crois que si vous voyez ces dernières... Parce qu'il y a un système qui a été là depuis 1960 à nos jours, et il faut évaluer ce système-là pour proposer un autre système, pour l'améliorer ou en tout cas nettoyer. Je crois que les États doivent s'inscrire dans cette nouvelle aspiration des peuples. Parce que la particularité, la configuration de nos populations, c'est que la tranche jeune est la plus importante. Et l'aspiration des jeunes est une nouvelle aspiration. Donc il faut véritablement opérer une rupture dans la façon de gérer, dans la façon de communiquer même avec cette frange de la population qui est la plus importante. Elle a une nouvelle aspiration. Donc il faut que l'État adapte sa façon de faire avec l'aspiration de cette jeunesse-là, qui, de plus en plus, est une jeunesse qui est loin. Parce que ceux qui sont nés après les indépendances, ceux qui sont nés pendant les indépendances, avant les indépendances, ils ont peut-être une idée. Mais plus on s'en éloigne, plus les jeunes sont complètement déconnectés de cette période de colonisation. Donc il faut leur offrir une nouvelle façon de faire. Il faut une nouvelle offre politique. On en revient à cela, qui s'adapte à la nouvelle demande politique des jeunes. Parce que je parle des jeunes parce que c'est la frange la plus importante de nos populations. Voilà. Et à ce niveau également, le débat est là. Les Sénégalais sont aux aguets, attendent que des choses concrètes soient faites. Et il y a l'opposition également, avec le phénomène Ousmane Sonko, qui est dépositaire de tout ce que vous venez de dire en termes d'antisystème, d'offres politiques. Oui. Puisque c'est ce qu'il prône. Moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'il n'y a pas en matière de politique et d'homme politique, il n'y a pas de messie. C'est-à-dire que l'homme providentiel n'existe pas. Si. Oui. Toutes les femmes et les hommes politiques, ils seront jugés en fonction des actes qu'ils vont poser au quotidien. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'espoir. Il peut y avoir de l'espoir. Mais chaque homme politique doit contrôler ses faits et gestes. Parce que même l'opposition, ce que les hommes politiques et les femmes politiques de l'opposition semblent ignorer, je parle modestement, semblent ignorer, c'est que même l'opposition est une institution. Parce qu'il ne faut pas attendre à exercer le pouvoir pour bien se comporter. Pour moi, l'apprentissage de la bonne gouvernance doit se faire dans les partis d'opposition. Si on gère bien les ressources de son parti politique, si on refuse de verser dans des affaires de mœurs en étant dans l'opposition, si on se comporte bien, on peut avoir un préjugé favorable pour être demain un bon chef d'État. Donc, il ne faut pas que les hommes politiques et les femmes politiques de l'opposition pensent qu'ils ont simplement un laissez-passer. Mais chaque homme politique, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, doit savoir qu'il est jugé en fonction des actes qu'il pose au quotidien. Et la réalité politique d'aujourd'hui peut différer de la réalité de demain, selon les actes qu'on pose au quotidien. Donc, ça recommande beaucoup de prudence dans la gestion des ressources. Ça demande beaucoup de prudence dans son comportement quotidien et même dans sa vie privée. Parce qu'un homme public, finalement, je me demande s'ils ont une vie privée. Parce que même sa vie privée influence sur sa vie publique. Quand on prétend à diriger
à avoir une responsabilité aussi grande qu'un chef d'État, un ministre de la République, même un directeur de société. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, la demande sociale est forte de bien fouiller dans la vie de ces gens-là qui prétendent à C'est diriger. l'enquête de moralité. Hein? Voilà, une enquête de moralité concernant la moralité et concernant les ressources aussi. Ce qu'on parle de plus en plus, la déclaration de patrimoine et autres. Oui. Donc, le peuple est de plus en plus exigeant sur les hommes et les femmes qui veulent ou qui prétendent diriger nos institutions. Que ce soit au plus haut niveau, que ce soit un ministère ou une direction nationale. Est-ce que finalement, ce sera facile? Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez l'opposition de manière générale à travers Ousmane Sonko, parce qu'il est aujourd'hui incontestablement le leader de l'opposition, dire il faut une rupture par rapport même à nos partenaires internationaux. Il faut revoir cette collaboration parce que on nous taxe d'être un pays qui est sous le poids des colonisateurs et qui fait que jusqu'à présent, on ne peut pas avoir notre souveraineté. Et est-ce que ce discours-là également, qu'on lui porte également, certains voient à travers son discours comme quelqu'un qui est belliqueux? Oui, moi, la lecture que je fais de ce discours, c'est que peut-être qu'il faut renforcer, mais moi, il faut partir de ce qui est fait pour évaluer. Ce qui est fait, la réalité aujourd'hui est que le Sénégal n'est pas fixé sur le bilatéralisme, si on parle de l'ancienne colonie. Si on regarde un peu le partenariat, que ce soit sur le plan économique, sur les autres plans, le Sénégal est de plus en plus tourné vers le bilatéralisme. Mais notre économie est possédée par les multinationales. Voilà, il y a une diversification des partenaires économiques et institutionnels. Maintenant, on peut renforcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pouvoir sur place peut décider de renforcer le bilatéralisme. Maintenant, la présence des multinationales, ça c'est un fait. Il faut que les hommes et les femmes d'affaires se renforcent aussi. Le secteur privé, véritablement, soit bien accompagné, bien encadré pour qu'il y ait véritablement des industries, des capitaines d'industrie sénégalais ou sénégalaises qui véritablement vont investir, créer des entreprises, créer des emplois pour faire face à ces multinationales. Sinon, la nature a horreur du vide. Si des Sénégalais ne sont pas accompagnés, si des Sénégalais ne sont pas entreprenants, peut-être que s'il y a un cadre, je crois qu'aujourd'hui avec l'APIX, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour accompagner les entrepreneurs à créer des entreprises sans perdre beaucoup de temps en faisant le système du guichet unique. Mais il faut que d'un côté comme l'autre, du côté des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, du côté de l'État, qu'il y ait une réelle volonté d'investir en créant un tissu économique solide et concurrentiel. Parce que le monde de plus en plus est un monde de libéralisme. Qui de libéralisme, qui dit concurrence. Donc si nos hommes d'affaires et nos femmes d'affaires vraiment sont accompagnés, encadrés à investir, je crois qu'on peut avoir des entreprises nationales qui pourront concurrencer les multinationales tout en créant des emplois et en créant des ressources pour le Sénégal. Voilà, et tout ça, c'est la vision politique. Voilà. Nous allons parler maintenant de ce troisième mandat de président Macky Sall, qui est aujourd'hui, qui occupe Landerneau. Ce troisième mandat, la Constitution a tout réparé. À tout régler. Voilà, à tout régler. Nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors, c'est clair, mais on a l'impression qu'à ce niveau, le débat toujours se pose, du côté en tout cas des partisans du pouvoir qui disent que même que le président est à son premier mandat, à son premier quinquennat. Oui, moi je crois que la lecture que j'ai de ce débat, M. Niang, vous semblez dire dans votre introduction que c'est réglé. Moi, la première lecture que j'ai, c'est que ce débat n'est pas un débat politique, c'est un débat juridique. Et ce sont les juristes qui doivent se prononcer sur cette question. La deuxième lecture que j'ai, c'est que en posant le débat du troisième mandat, ça montre simplement la limite de nos textes de loi. Parce que les textes de loi, encore une fois, je l'ai dit à l'entame de mes propos, que ce soit les textes de loi régissant l'Assemblée nationale, régissant la loi suprême qui est la Constitution, sont faits par des hommes et des femmes
qui sont susceptibles de se tromper, Donc il y a qui les sont clairs faillibles. obscurs, quoi. Moi, je crois que ça nous ramène à la question de l'évaluation et de la résolution définitive de cette question des mandats. Ma première remarque, c'est que ce n'est pas un débat politique, c'est un débat juridique. La deuxième remarque que j'ai faite, il est temps que les constitutionnalistes règlent définitivement cette question des mandats. Parce que ce n'est pas un débat politique, c'est un débat juridique, à mon sens. Si c'est un débat juridique, à partir de ce moment, donc, il y aura beaucoup d'interprétations, parce que même les juristes eux-mêmes interprètent à tort et à travers. Oui, l'intérêt de ce débat, c'est qu'on va régler définitivement cette question des mandats. Mais il ne faut pas en faire un débat politique, à mon sens. Pour moi, c'est un débat juridique. Et la parole d'honneur dans tout ça? La parole d'honneur de qui? Du président qui a dit que je ne ferai pas plus de... Oui, mais je crois que chacun d'entre nous doit défendre sa parole d'honneur lui-même. Oui. Donc si c'est le président qui a dit ça, on va lui laisser lui-même de se défendre et défendre sa parole d'honneur. Je ne suis pas capable, moi, de parler à la place du président en parlant d'honneur et d'éthique. Mais tout ce que je sais, moi, en tant qu'analyste, et en tant qu'observateur politique, à mon sens, ce débat sur le troisième mandat n'est pas un débat politique, c'est un débat juridique. Voilà. On parle de retrouvailles de la grande famille libérale. Aujourd'hui, on suppose même qu'un Idrissa Seck pourrait demain être le futur Premier ministre. De toute façon, il y a un gouvernement qui doit être nommé après peut-être l'installation des députés. Alors, comment vous voyez un peu cet avenir politique de nos partis traditionnels? Oui, moi en parlant de retrouvailles de la grande famille libérale... Est-ce que c'est possible? J'ai deux lectures que j'ai faites. La première lecture, c'est que ça peut être un retrouvaille politique. C'est-à-dire ils peuvent se retrouver dans une coalition. Ça, c'est des retrouvailles politiques. Maintenant, pour moi, le gouvernement, l'indice ou la condition première d'un gouvernement, ce n'est pas l'idéologie politique, c'est la recherche de l'efficacité. Pour moi, la famille libérale peut se retrouver dans un cadre politique, mais à mon sens, cela ne doit pas impacter sur la formation du gouvernement. Maintenant, libre au président, parce que c'est la loi qui permet au président de nommer aux emplois civils et militaires. Mais les retrouvailles de la famille libérale peuvent se faire dans un cadre politique qui peut ne pas impacter sur la formation d'un gouvernement. Parce que les logiques ne sont pas les mêmes. Là, c'est une logique politique. Là, former un gouvernement, surtout celui qui est à 2 ans de la fin d'un mandat, beaucoup de chantiers ont commencé. Beaucoup d'infrastructures sont envisagées. Hein? Voilà. Donc, je crois que la condition première, à mon sens, qui va guider le président dans la formation de ce gouvernement, ce n'est pas l'idéologie politique. Ce sera la recherche de l'efficacité. Donc, il faut un technocrate. Le fast track, en tout cas, comment aller vite et efficacement. Vous proposez à ce niveau un technocrate? Dans la résolution des problèmes des Sénégalais. Vous proposez un technocrate? Oui, pour diriger le gouvernement. Oui, si j'avais un avis à donner, donc je serais plus penché vers celui qui est capable, en tout cas, d'assurer la coordination de l'action gouvernementale et de permettre au président de la République d'aller vite et bien dans la résolution des problèmes des Sénégalais. Voilà. On dit que présentement, rien ne marche parce qu'il y a la politique a occupé tellement l'espace parce qu'on pense au dernier mandat du président Macky Sall, alors qui fait qu'aujourd'hui, dans son entourage, il y a beaucoup de divergences, etc. Bon, à ce niveau, est-ce que ce sera difficile pour le président, d'ici à 2024, de manager? Oui, je crois qu'il ne faut pas laisser la suprématie de la politique sur la gestion de l'État. Parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de problèmes autour du président. Je crois que l'exercice du pouvoir... Le problème, c'est le dauphinat. Hein? Voilà, l'exercice du pouvoir, quand même, ça suscite beaucoup de problèmes. Le président, il est là pour trouver des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi on l'a élu président de la République. Mais les questions politiques, il faut qu'on les éloigne de la gestion de l'État. Le dauphinat, c'est une question politique.
la question du troisième mandat, c'est une question juridico-politique, si on peut l'appeler ainsi. Juridique plus juridique que politique. Oui. Mais il ne faut pas que ces débats-là viennent simplement réduire l'efficacité de la fonction de l'action gouvernementale. Pour moi, à mon sens, c'est comme ça que le président doit agir. Faire de telle sorte que les hommes et les femmes qui seront choisis dans le prochain gouvernement travaillent exclusivement pour la bonne marche des affaires de la République en dehors des activités politiques, Oui. à mon sens. Voilà, puisqu'on est arrivé au terme de cette émission, bon, mais ce qui se voit est tout à fait naturel, parce que aussi il y a du côté également du Front social, il y a une ébullition. Vous voyez, chaque jour, les syndicats qui se manifestent pour dire que revoyez notre condition de travail, etc. On a l'impression même que sur le plan social, il y a la crise également au niveau l'inflation, etc. Donc tout ça, arsenal de problèmes. Je me demande comment, voilà. Voilà. Je crois que moi, vous l'avez dit, on est presque à terme de cette émission. Moi, je crois que c'est pourquoi tout est urgence dans ce pays. Oui. Tout est urgence. La question des prix, la question de la gestion des inondations. L'hivernage tire un peu, on va bientôt vers la période de la campagne agricole. Donc tout devient urgence dans ce pays. C'est pourquoi, à mon sens, le président de la République aura vraiment la vision éclairée d'avoir une équipe de femmes et d'hommes qui sont là pour faire face à ces urgences. Voilà, pour faire face à indépendamment des chapelles politiques. Voilà, merci Ibrahima Traoré, professeur écrivain, diplômé de la FASTEF, option KS en lettres modernes, titulaire du double master du CESAC et du Centre des hautes études de défense et sécurité, et également option communication et réalisation des conflits, et l'auteur également du livre Le patriotisme en bandoulière et l'épopée des lions du Sénégal, préfacé par Abdoulaye Diaw. Monsieur Ibrahima Traoré, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et peut-être un mot. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Niang. Ça a été un honneur et un bonheur d'être sur ce plateau, donc du rendez-vous de la rédaction. Donc, je termine simplement en adressant mes humanités, mes amitiés à toute la communauté mouride d'ici et d'ailleurs qui s'apprête à célébrer le Grand Magal de Touba. Donc, je salue aussi spécialement et rapidement donc, mes concitoyens de la commune de Keur Massar, là où j'habite. Mais je réserverai une salutation spéciale à ma commune d'origine, Malicounda. Donc, à travers le premier magistrat de cette commune qui fait une action véritablement de développement local, M. Maguette Sen. Donc, et à tous les concitoyens, je réserve une salutation particulière à mon épouse, Mme Marème Fall. Donc, véritablement, merci de m'avoir invité et j'espère vous retrouver sur ce plateau une prochaine fois. Tout à fait. Voilà, rendez-vous est pris prochainement pour un autre invité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.